Industrie pétrolière et gazière. Ottawa veut réduire les émissions du tiers d'ici 2030. Une menace à l'unité nationale selon l'Alberta. On en discute avec notre panel de journalistes. En plein conflit entre le Hamas et Israël, la pression monte sur le gouvernement Trudeau pour qu'il légifère sur la haine en ligne. Le ministre de la Justice, Arif Virani, est avec nous. Et compression à Radio-Canada, la Fédération des communautés francophones et acadiennes lance un cri du cœur. La présidente Liane Roy répond à nos questions. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Premier sujet ce soir. Ottawa veut réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier du tiers sous les niveaux de 2019 et ce, d'ici 2030. Alors, pour ce faire, il crée un système de plafonnement et d'échange où l'industrie pourra contribuer à un fonds de décarbonation. On veut accoucher d'un projet de règlement quelque part au cours de l'année 2024. La mesure se veut complémentaire à la mesure de réduction de méthane qui a déjà été annoncée. On écoute là-dessus le ministre Guilbeault. Le temps est venu de redoubler d'ambition et de passer à l'action. Notre main-d'œuvre est qualifiée. Les innovateurs du domaine de l'énergie ont fait leurs preuves et ils sont prêts à relever le prochain défi. Les répercussions du changement climatique représentent un danger réel et immédiat qui exige que chaque secteur et chaque région du pays contribue à offrir des solutions concrètes. Je retrouve notre panel de journalistes, Michel Sabat, Catherine Lévesque et Yves Malo. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, sur cette fameuse annonce du ministre Guilbeault, Michel, en même temps qu'on annonce ces mesures, on dit au secteur pétro-gazier, on ne veut pas diminuer la production. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu un message contradictoire? Oui et non. Le gouvernement a toujours parlé de diminuer la pollution et non la production. Cela dit, là où on voit clairement que le gouvernement veut ménager la chèvre et le chou, c'est lorsqu'on découvre tous les assouplissements que ça comporte. Non seulement il y a le plafond qui sera imposé en 2030, c'est pas demain matin, mais en plus, Ottawa fera preuve de souplesse. Et cette souplesse, les écologistes la comparent à des échappatoires. On parle d'acheter des crédits compensatoires ou de contribuer à un fonds de décarbonation. En même temps, le gouvernement agit puisqu'il met là encore un prix au-delà d'un certain niveau de pollution, ce qui crée bien sûr de l'insatisfaction dans l'industrie, puisque cette transition verte va leur coûter des sous. Donc, je me demande ce qu'en aurait pensé M. Guilbeault à l'époque où il escaladait la tour du CN alors qu'il était un militant écologiste. Oui, d'autant plus qu'on parle de 2030 et de 2050, la date ultime pour être carboneutre, disons. Et s'il y a une chose dont on n'a pas, quand on parle des changements climatiques, c'est bien de temps. Alors, est-ce que c'est pas justement prendre un peu trop de temps pour y arriver? Écoutez, c'est effectivement très, très loin, là. C'est pas 2024, c'est pas 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Écoutez, 7 ans, c'est très, très loin, mais il semble que ça prend du temps à l'industrie à s'ajuster. Catherine, par ailleurs, l'Alberta promet de déployer une série de mesures constitutionnelles pour éviter de se conformer au plafond. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Oui, Danielle Smith aujourd'hui qui a promis d'opposer un bouclier constitutionnel à toute cette affaire. Et vraiment, je pense qu'elle avait écrit son discours d'avance là, parce que on y retrouvait tous les mêmes arguments qu'à l'habitude. Vraiment, on vient s'attaquer à l'unité du pays. Stephen Guilbeault est un extrémiste, etc., etc. Bon, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Écoutez, elle pourrait tout à fait invoquer sa loi sur la souveraineté. Elle a déjà évoqué de le faire par le passé. Peut-être qu'elle le fera de ce côté-là également. Et je serais pas étonnée là, qu'on aille encore une fois devant les tribunaux pour contester cette mesure, si et seulement si elle est en vigueur, parce qu'on le sait, vous venez d'en parler avec Michel, ça ne sera pas appliqué tout de suite. Et du moment que ce sera appliqué, peut-être que le gouvernement Trudeau sera même plus au pouvoir. Donc vraiment, on est vraiment dans l'hypothétique en ce moment. Donc Danielle Smith là qui pourrait l'Alberta et la Saskatchewan, on se l'imagine là, si encore une fois ça va de l'avant, on pourrait aller devant les tribunaux et on est un peu en fait on est encouragé par des récents jugements. On se souvient du jugement de la Cour suprême sur le régime fédéral d'évaluation environnementale qui avait partiellement donné raison aux provinces. Et par la suite, le règlement sur les plastiques. Un autre jugement là, qui a fait en sorte que Stephen Guilbeault y est allé, a mis la pédale douce cette fois-ci et fait très attention. Et je dirais qu'en temps normal, là, si elle avait vraiment
vu et entendu tout ce qui s'était dit là, ce matin, je pense que Danielle Smith elle aurait peut-être admis que finalement, c'était quand même une bonne nouvelle pour l'industrie là, pétrolière et gazière. Bon. Alors, des recours devant les tribunaux signifieraient autant de nouvelles étapes et de nouveaux obstacles. Yves, alors, est-ce que cette annonce aujourd'hui va aider un peu Stephen Guilbeault à remonter la pente, notamment auprès des groupes environnementaux? On sent qu'il y a des grincements dedans, très souvent quand il est question de M. Guilbeault. Ouais, permettez-moi d'en douter, Catherine, parce que tout d'abord, comme annonce, c'est assez timide, on peut en convenir, et surtout, c'est que la mise en œuvre des mesures annoncées, c'est pas avant fin 2025 ou plus probable encore début 2026. Alors, Catherine le disait tout à l'heure, est-ce que quelqu'un pense vraiment que les libéraux seront encore au pouvoir en 2026? On regarde tous les sondages et tous les sondages le disent. Ils tirent de l'arrière par une marge de 17 à 20 points. Donc, ça regarde pas bien pour les libéraux. Et en plus, le parti qui est aux portes du pouvoir, c'est le Parti conservateur qui, peut-on le dire, est pas nécessairement excessivement sensible à la chose environnementale. Alors, qu'est-ce que les opposants vont faire? Ils vont s'accrocher, ils vont retarder l'adoption de tout ça. On a parlé de l'Alberta, mais les pétrolières ne s'empresseront pas non plus d'appliquer les mesures prônées par M. Guilbeault. Alors, on peut penser que toutes les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui vont rester sur papier et fort probablement sur papier uniquement. Lettre morte. Puisque vous parlez du parti aux portes du pouvoir, le chef conservateur Poilievre veut vraiment gâcher les vacances du premier ministre Justin Trudeau et des bloquistes aussi. Il menace d'utiliser toutes les tactiques possibles à sa disposition pour paralyser les comités parlementaires, pour paralyser la Chambre, tout ça pour que le gouvernement abolisse ou soit plus souple dans sa taxe carbone. On va écouter tout de suite, si vous voulez bien, Pierre Poilievre qui s'est adressé à son caucus. Et j'ai un message pour Justin Trudeau et le Bloc. Vous avez causé une énorme misère, beaucoup de stress et angoisse pour les Canadiens. Donc, les bloquistes et les libéraux, ils vont avoir un peu de stress aussi. Parce que j'annonce aujourd'hui qu'on demande, on exige du gouvernement d'enlever les taxes carbone pour les fermiers, des Premières Nations et des familles. Ou on va mettre des milliers d'amendements dans les comités et à la Chambre des communes, des votes qui vont continuer 24 heures. On ne va jamais arrêter. Bon, Yves, je reviens à vous tout de suite. La menace est claire. Est-ce que c'est irresponsable, comme le disent les partis d'opposition? Est-ce que c'est de bonne guerre? Écoutez, c'est de bonne guerre et ça peut devenir irresponsable. Parce que, vous savez, j'ai toujours trouvé que c'était un peu une espèce de petite joute parlementaire insignifiante. Parce que monsieur et madame tout le monde qui sont dans les préparatifs de Noël, est-ce qu'ils se préoccupent vraiment que les députés du Parlement canadien siègent le soir, la fin de semaine, la nuit s'il le faut, Noël, jour de l'an? Les gens s'en foutent complètement. Mais jusque-là, c'est de la joute parlementaire. Mais est-ce que des mesures qui étaient dans la mise à jour économique de Mme Freeland, est-ce que leur application pourrait être retardée? Ah ben là, c'est là que ça pourrait devenir irresponsable de faire du filibuster comme ils le font et comme ils comptent le faire dans les prochaines semaines. Alors, il y a une part d'irresponsabilité là-dedans, mais je dois vous rappeler que les conservateurs ont fait le même jeu en juin dernier en menaçant de ne pas adopter le budget du printemps et ils ont fini par se coucher et d'aller en vacances comme les autres. Alors, c'est un peu un jeu un peu puéril à mon avis. Alors, Catherine, avez-vous un peu la même opinion? Est-ce que tout ça va un peu mourir au feuilleton ou ça aura vraiment un effet sur la Chambre, sur les comités? Est-ce que ça pourrait devenir une tendance, cette façon de faire? Ben en fait, la réalité, c'est que c'est déjà une tendance. Les conservateurs tentent de tout retarder actuellement, de vraiment faire obstruction en comité, en chambre, à chaque fois qu'il y a un nouveau scandale à leurs yeux. Je donnerai l'exemple, là, parce que M. Poilievre en a parlé hier, là, quand il dit qu'il va présenter
apporté des milliers d'amendements. Eh bien, il parlait spécifiquement du projet de loi C-50 qui est pour mettre en œuvre des emplois durables pour la transition énergétique. Écoutez, les conservateurs font obstruction dans ce comité des ressources naturelles depuis 6 semaines, donc c'est pas nouveau. Et hier, en fait, on est passé à l'étape là, de l'étude article par article de ce projet de loi avec 20 000 amendements présentés par les conservateurs. Mais c'est très simple. Le président du comité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regroupé de nombreux amendements où il en a rejeté de nombreux autres. Alors oui, on a fini par siéger en comité jusqu'aux petites heures du matin, jusqu'à 2h30 environ, mais on est quand même passé à travers. Donc, je trouve que vraiment, on est dans le théâtre parlementaire actuellement. Disons que je n'y crois pas trop. Oui, on va faire un show de boucan à la Chambre des communes en comité, mais la réalité, c'est qu'on va aller en vacances de Noël comme tout le monde. Sinon, Poilièvre va faire face, je pense, à une révolte au sein de son caucus. Est-ce que c'est aussi votre opinion, Michel? Est-ce qu'on va aller en vacances de Noël? Est-ce que M. Trudeau va aller en vacances de Noël en même temps que tout le monde, rapidement? Oui, il va aller en vacances de Noël. Réglons la question. Pour modifier le calendrier de la Chambre des communes, oui, il faut minimalement qu'une motion reçoive une majorité de voix, et puisqu'il n'y a d'appétit pour retarder la fin des travaux que chez les conservateurs et qu'ils sont minoritaires, c'est clair qu'on terminera au plus tard vendredi de la semaine prochaine. Alors, terminons là-dessus, justement. Merci beaucoup à vous trois. De rien. Merci. Le conflit entre Israël et le Hamas attise les tensions au pays et les conflits géopolitiques conduisent à une montée de la haine en ligne notamment. Haine qui peut souvent se manifester par des violences physiques même, selon le ministre de la Justice, Arif Virani. En moins de 2 semaines, pour vous donner une idée, en novembre dernier, le service de police de la Ville de Montréal a rapporté 16 crimes haineux, 4 contre la communauté musulmane et 12 envers la communauté juive. Le ministre de la Justice songe à légiférer sur la haine en ligne, une promesse d'ailleurs non réalisée du premier ministre Justin Trudeau, qui avait été faite après sa réélection en 2021. Alors, j'en discute avec le ministre de la Justice, Arif Virani. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, d'abord, le premier ministre Trudeau avait promis de présenter une loi pour lutter contre les contenus préjudiciables en ligne dans les 100 jours suivant sa réélection. C'était en septembre 2021. Alors, à peu près 2 ans plus tard, qu'est-ce qui explique que ce n'est toujours pas fait? Je crois qu'on est tout à fait au courant de ce qui existe au niveau numérique et le problème en ligne qui présente des problèmes pour tous les Canadiens, et spécialement dans le contexte-là géopolitique qu'on vit maintenant. Je crois que je m'occupe avec la situation, avec le cabinet, avec le Premier ministre, pour traiter la situation très au sérieux. Effectivement, de juste sauvegarder les peuples canadiens qui doivent être en sécurité du monde physique, mais aussi du monde numérique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a déjà des protections qui existent en personne, donc il faut répliquer ces types de protections dans le système numérique. Oui. On peut dire que la ligne est mince entre la liberté d'expression, le message haineux. Vous en conviendrez avec moi, j'en suis sûre. D'ailleurs, le Parti conservateur craint la censure, pour ne parler que du Parti conservateur, parce qu'il y en a d'autres aussi qui en parlent régulièrement. Mais la chose que j'aimerais souligner, c'est que pas juste pour les autres partis, mais pour tous les Canadiens qui nous écoutent, c'est-à-dire que liberté d'expression est sauvegardée dans notre démocratie et c'est un droit constitutionnel qu'on va toujours sauvegarder, spécialement moi-même comme procureur général, comme ministre de la Justice. Donc c'est la première chose. Mais il faut aussi souligner que la liberté d'expression, il y a des limites dans les espaces physiques au Canada et on veut répliquer des limites dans l'espace numérique. Disons qu'on a des protections pour les gens vis-à-vis de la haine et la peur du monde physique. Donc, il faut aussi établir quelques-unes des protections pour les gens, pour les Canadiens qui existent au niveau numérique. Ce qui est arrivé avec le petit garçon
en Colombie-Britannique il y a 2 semaines, lorsqu'un petit garçon, un jeune garçon à l'âge de 12 ans, a décidé de se suicider à cause de l'intimidation qu'il fait face à l'époque. C'est vraiment troublant pour moi, pour tous les parents au Canada. Moi, je suis moi-même une parent deux jeunes garçons, une qui a l'âge de 12 ans. On a déjà eu juste chez moi quelques-unes des discussions difficiles par rapport les vulnérabilités, les menaces qui existent en ligne. Et c'est ça qu'on vise spécialement, les communautés vulnérables qui existent en ligne, spécialement nos enfants. Et c'est là où on vise notre plus grand objectif. Oui. Et malheureusement, l'histoire de ce garçon, enfin, c'est pas la première fois qu'on voit ça au pays, et c'est toujours d'une tristesse infinie, évidemment. Mais comment est-ce qu'on peut composer avec les protections de la liberté d'expression contenues dans la Charte canadienne des droits et libertés, et je dirais presque les protections de notre démocratie, et limiter justement les gestes et les propos haineux? C'est là toute la question. Mais les questions, c'est une bonne question, mais aussi ça souligne l'importance de faire le travail pour présenter un propre projet de loi qui est prêt, qui fait l'équilibre que vous venez de mentionner. Par exemple, on a déjà des protections pour la liberté d'expression dans notre Constitution. Mais on a aussi des jugements rendus par la Cour suprême du Canada disant que on peut avoir quelques limites par rapport à cette expression qui était déjà acceptée et justifiée par la Cour suprême du Canada. Donc, vis-à-vis les aspects dans notre code criminel qui touchent le système concernant la haine et la peur. Donc, on a déjà trouvé un équilibre vis-à-vis la monde physique. Donc, on veut effectivement appliquer cet équilibre dans le monde numérique. C'est ça qu'il faut faire parce qu'il faut toujours souligner, Catherine, qu'il y a de plus en plus de personnes qui existent en ligne maintenant. Ils font leur communication en ligne. Ils font leur existence en ligne. Donc, ils ont le droit d'être protégés en ligne aussi. Et là, je parle des enfants, comme le jeune petit garçon qui à l'âge de 12 ans au Colombie-Britannique, qui n'est pas toujours avec nous autres. Oui. Et c'est ça la raison qu'on a visé, par exemple, la sextorsion déjà dans un de nos propres projets de loi qui est déjà passé. Donc, le projet de loi S12 qui touchait je cherche le mot en français, je m'excuse, mais le National Sex Offender Registry, oui. Ça s'applique toujours aussi à la sextorsion qui a touché ce petit victime-là. Oui, parce que vous avez proposé l'embauche d'un commissaire à la sécurité numérique. Ça existe dans d'autres pays, ça existe en Australie, par exemple. Est-ce que c'est souhaitable de créer une espèce d'organisme régulateur? Est-ce que c'est ce qu'on veut ici au Canada? Ce qu'on a fait jusqu'à date, par exemple, c'était géré par Pablo Rodriguez, avant lui par le ministre Guilbeault et maintenant par Mme Saint-Onge, c'est qu'on a fait beaucoup de consultations partout au pays pour constater où sont les défis, où sont les obstacles, et aussi on a discuté la situation d'ailleurs, en dehors du Canada, par rapport à nos partenaires internationaux, donc en Allemagne, en Australie, en France, pour l'Union européenne. Donc on veut effectivement utiliser les meilleures pratiques qui existent d'ailleurs et les installer ou les implémenter ici au Canada. Donc on est là pour suivre et étudier ce qui a marché et ce qui n'a pas marché d'ailleurs. Oui, mais vous savez comme moi que ce ne sera pas possible de légiférer d'aucune façon sans parler, sans travailler avec les géants du Web en ce moment. Est-ce que vous êtes en discussion avec eux? On est toujours en discussion avec les géants du Web et, par exemple, je peux souligner que juste il y a une semaine, on a eu beaucoup de succès vis-à-vis des géants du Web. Vous avez constaté que Google a signé une entente, un accord avec nous autres pour 100 millions de dollars pour promouvoir nos journalistes, nos propres journalistes ici au Canada. C'est un bon exemple. Dans le contexte où on peut souligner qu'il y a des réussites qui sont possibles lorsqu'on est là et on est prêt à discuter la situation avec les géants du Web. Mais c'est extrêmement important
circonstances-là, de parler avec les géants du web, pas juste concernant le fait qu'il faut promouvoir le journalisme canadien par des journalistes canadiens, mais aussi, il faut aussi souligner ce qui existe en ligne, quel type de communication peuvent nous guider ou nous diriger vers des aspects ou des crimes violents ici au Canada. Oui. Parce que vous voyez toujours que chaque fois qu'on a un crime de haine ici au Canada, d'habitude, il y a des précontextes, des faits en intérieur qui disent que les gens étaient effectivement inspirés de promouvoir la violence par rapport de ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont constaté en ligne. Donc c'est là où on trouve la situation qu'il faut viser. Oui, et voir si nos définitions, la définition d'un geste haineux ou de propos haineux, par exemple, s'applique au monde numérique, comme vous le disiez si bien. Mais c'est comme, donc par exemple, juste pour assurer tous les gens au Canada qui nous écoutent maintenant, c'est pas ma propre définition de haine, c'est une définition de haine qui vient du Cour suprême du Canada. Donc pour les gens qui veulent le constater, c'est dans une décision qui s'appelle Whatcott. Ça vient de 2013 du Cour suprême du Canada. Ils ont parlé de un montant de, en anglais je m'excuse, detestation et vilification des gens. Donc c'est pas juste les propos un peu mal, les propos qu'on n'aime pas, c'est les propos beaucoup plus sévères que ça, oui, qui touchent la ligne ou qui traversent la ligne, qui constituent la haine. Et c'est important de souligner parce qu'on pense qu'on est sûr qu'il faut toujours sauvegarder la liberté d'expression en ligne. C'est super important en termes de la Constitution, en termes de mon travail. Il faut éviter les propos haineux. Oui. Qui est au-dessus de cette limite qui était déjà établie par le Cour suprême du Canada. Terminons là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. La présidente directrice générale de CBC Radio-Canada, Catherine Tait, a annoncé cette semaine la suppression de 800 postes à parts égales entre le service français et le service anglais. Toute proportion gardée, l'impact de ces compressions pourrait être plus grand du côté de Radio-Canada, qui compte évidemment moins d'employés, selon la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Le sujet a rebondi à la Chambre des communes cet après-midi. Lundi, c'est pas 600 congédiements qui auraient dû être annoncés, c'est 0. En fait, 0 ou un seul. Si Catherine Tait ne recule pas sur ses coupes, est-ce que la ministre va la congédier? L'honorable ministre du Patrimoine canadien. Monsieur le Président, notre gouvernement a démontré que depuis qu'on est au pouvoir, depuis 2015, on a toujours été là pour soutenir le diffuseur public. On a rajouté le 115 millions que les conservateurs avaient coupé, malgré que le Bloc, qui était l'opposition officielle à cette époque-là, n'a pas réussi à empêcher les conservateurs à faire ces coupes-là. Nous, on a ramené le financement. On va continuer d'être là, malgré la crise des médias, malgré toutes les difficultés que nos médias au Canada traversent présentement. On va continuer de soutenir le diffuseur public, puis j'invite tous les partis ici, sauf les conservateurs qui veulent la mort de CBC Radio-Canada, nous aider à trouver les bonnes solutions, Monsieur le Président. J'en discute avec Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Madame Roy, est-ce que cette façon de faire, c'est-à-dire abolir autant de postes dans le service français que dans le service anglais, est juste ou injuste selon vous? Selon nous, ce qui est important, c'est que Radio-Canada réalise que maintenant, avec la nouvelle loi sur les langues officielles, qui vont être assujettis à vérifier avec les communautés si ce qu'ils ont mis en place va avoir des effets sur les communautés, mais qu'est-ce que la réaction des communautés? Parce que dans la nouvelle loi, il y a tout ce qu'on appelle les mesures positives, mais il y a aussi l'exigence de vérifier quand il y a des mesures qui vont être néfastes aux communautés. Ça fait que je pense qu'il faut réaliser que l'environnement des langues officielles a beaucoup changé avec cette nouvelle loi-là et il va falloir vérifier avec les communautés qu'est-ce qu'ils en pensent. Pour nous, comme vous le savez, ce qui est important par rapport aux coupures, c'est que
les effectifs et la programmation et tout ce qui se fait en région demeure autant que possible parce que, comme vous le savez, dans certaines régions, les seuls médias francophones sont ceux-là en termes d'audiovisuel et de nouvelles et tout ça. C'est presque uniquement Radio-Canada. Oui. Et pour nous, ce qui est important. Bon. Mais pardonnez-moi, je vous interromps parce qu'il y a beaucoup d'aspects intéressants dans votre réponse, notamment celui où vous faites référence à la loi sur les langues officielles. Alors, est-ce que vous pensez que ces compressions-là pourraient faire en sorte que la loi ne serait plus, ou l'esprit de la loi ne serait plus respecté, du moins dans certaines régions? Mais je pense qu'il faut s'assurer que la loi est respectée. Et avec ces annonces de coupure-là, je pense qu'il faudra qu'il y ait des consultations auprès des communautés elles-mêmes pour s'assurer qu'il n'y ait aucun impact néfaste sur les communautés. Et c'est pour ça que, comme je le dis, l'environnement des langues officielles a changé parce que la nouvelle loi, la modernisation de la loi qui a été proclamée en juin, change beaucoup l'environnement des langues officielles. Bon, alors, on tient compte de ces compressions-là à venir. Quelles sont, selon vous, les régions les plus vulnérables, les plus fragiles? Et là, je parle évidemment des communautés francophones. Toutes les régions sont fragiles. C'est certain, comme je le disais en entrant en matière, il y a des endroits au pays, dans certaines de nos communautés, où Radio-Canada est le seul véhicule audiovisuel en français qu'ils peuvent recevoir. Donc, si on veut s'assurer qu'on reçoive des nouvelles, qu'on reçoive des actualités et qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est pas juste la question des informations, mais avec Radio-Canada, c'est toute la question de se voir, d'être capable de se voir, de s'entendre et toute la découvrabilité qui entoure toute la question de l'audiovisuel et des émissions, c'est ce qui est important. Si on veut être sérieux avec la protection de la langue française d'un bout à l'autre du pays, comme cette nouvelle loi-là le dit, mais il faut s'assurer qu'on a les outils, qu'on a les véhicules pour le faire aussi, là. Oui, il ne faut pas oublier que Radio-Canada est quand même un service, d'abord et avant tout, un service public. Alors, en terminant, il nous reste peu de temps, Mme Roy, qu'est-ce qui doit être fait pour préserver, vous en avez parlé brièvement, il n'y a pas que l'information, mais l'information, c'est important. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour préserver l'information en français partout au pays? Je pense qu'il faut que Radio-Canada le réalise, mais je pense aussi qu'au niveau du politique, il faut s'assurer que même s'il y a des coupures, il faut que les services soient disponibles aux régions. Et ça, c'est toute la gamme des services, pas juste les informations, mais aussi les émissions. Et comme j'ai dit, faut que les gens se voient, faut que les gens s'entendent, faut qu'on soit capable d'entendre parler de nous et de nous voir aussi à la télévision dans toutes les régions du pays. Bien, écoutez, Mme Roy, merci beaucoup pour ces précisions. Bonne soirée. Merci de l'intérêt. Et une nouvelle de dernière heure en terminant, c'est maintenant officiel. Cindy Woodhouse devient la nouvelle chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations. Il aura fallu une journée complète de 6 tours de vote avant d'en arriver à ce dénouement. David Pratt s'est finalement rallié derrière Cindy Woodhouse en fin d'avant-midi, juste avant le début d'un 7e tour de vote. Il faut rappeler que Mme Woodhouse siégeait déjà au conseil exécutif de l'APN en tant que chef régional du Manitoba. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 7 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Merci d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.